Quand j'étais petit, je voulais m'appeler Philippe, je sais pas pourquoi. Je me voyais plus tard, plus tard je serai grand, je m'appellerai Philippe. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Alors l'école, c'était un endroit où j'ai appris que le mensonge, ça mettait en galère. J'étais en CP, j'ai dit que j'étais champion du monde de ski. Évidemment. Évidemment. Et en fait, j'étais dans une classe dans une école de musique, ce qui fait qu'on est restés tous ensemble jusqu'à quasiment la terminale ensemble. Et du coup, en 6e, on est partis au ski tous ensemble et tout le monde disait bah, c'est Kian, c'est le champion de ski, le mytho était resté quoi. Et je me suis pété la gueule comme une grosse merde et je me suis niqué les genoux et du coup j'ai plus de ménisque sur le genou gauche. Donc j'ai appris ce que c'était que le mensonge à l'école. Voilà, ça m'a bien appris. L'école m'a appris le mensonge et du coup je ne mens plus. J'essaie de vraiment mentir un minimum. Je peux pas dire je ne mens pas parce que ça serait déjà une forme de mensonge. Je suis attaché à cette ville parce que c'est ma ville des premières fois, donc à jamais j'aurais vécu tous mes sentiments de première fois à Reims. La première rupture, le premier baiser, la première victoire, la première défaite, tu vois, le choix, les premiers choix de s'assumer, de savoir ce que je veux faire, de monter à Paris et tout. Étrangement, j'ai jamais aimé Paris. Enfin, la ville et tout, j'ai aimé les gens, mais j'ai aimé mon métier, j'ai aimé les gens, mais Paris, c'est jamais trop kiffé. Et je suis revenu un peu vers Reims, vers la campagne pour vivre, donc je suis revenu un peu à mes premiers amours. J'avais un parc qui s'appelait le Château. D'ailleurs, quand il pense à ça, c'est fou. C'est qu'il y avait un château, il y avait un endroit où c'était un endroit c'était des petits châteaux de pierre, mais énormes, hein, de 8 mètres de haut et tout. Et nous, on sautait de château en château et tout. Il y avait des cailloux par terre, il y avait même des seringues à un moment donné. C'était un peu glauque quand même, des fois. Ça sentait un peu l'urine et tout. Mais nous, on était là, toi, naïfs, quoi. Moi, j'avais 6-7 ans et je sautais des murs dans tous les sens. Et en fait, quand tu te rends compte, tu dis, mais un gamin de 6 ans, 7 ans, il joue là-dedans. Je pense pas que mes parents étaient au courant qu'on jouait là-dedans. Tu te dis, waouh, c'était fou, il y avait déjà le goût du risque, quoi. Comme j'étais vendeur de tapis, j'étais tout seul dans le magasin. On avait un client tous les 3 jours qui rentrait dans la boutique, donc c'était beaucoup de solitude. C'est là où je commençais à créer mes premiers sketchs, mes premiers journaux intimes. Et aujourd'hui, j'ai mal au cœur quand je vois un commerce qui marche pas, ça me fait vraiment mal au cœur. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Vous pouvez pas imaginer. Pendant des années, notre commerce, il n'a pas marché du tout avec mon père, c'était fou. Je voyais mon père... Ça va, aujourd'hui, non, on n'a pas vendu, c'est dur. Les loyers qui arrivent, tu sais, les dettes et tout, tu te dis, ah là 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 là, l'angoisse. Et moi, j'ai vécu ça quand j'avais 11 ans, de 11 ans à 21 ans, j'ai vécu avec une angoisse de commerçant. Et après, quand ça marchait, j'ai compris qu'il était toujours pas content. Je me dis, bon, bah voilà, il y a peut-être un moment où il faut être content, les gars, quand même, tu vois, là, on a vendu. Ouais, mais c'est difficile et tout. Voilà. Mais c'est dur. Le commerce, c'est dur. Donc voilà ce que j'ai retenu du commerce. Et je savais que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Quand mon père m'a dit, tu vas reprendre la boutique, j'ai dit, non, salut. Je sais que mon père, il faisait ça, il disait, quand les clients ils arrivent, tu leur offres un thé. Comme ça, et tu connectes avec eux, ils sont contents. C'est vrai que moi, j'ai bu énormément de thé avec les clients, vous voulez un thé, je vous fais un petit thé et tout. Ah ouais, merci, c'est gentil. Tu parles, tu fais du speech, j'ai appris à beaucoup parler, à faire des speeches. Mais comme je suis un enfant de 14 ans qui vend un tapis, qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis, ah, ça me rappelait, en fait, cette couleur, c'est un tapis, cette couleur, c'est... Moi, je me rappelle les soirs de Noël, bah voilà, je jouais là-dessus avec les figures. Enfin, je me rappelle très bien, j'ai grandi là-dessus. Ah, vous avez grandi là-dessus? Bah ouais, j'ai grandi là-dessus. C'était des circuits de voitures. Ah bon, carrément? T'avais la vision d'un gosse quoi, de 14 ans qui vend un tapis à des gens qui avaient 50 piges. J'ai appris à avoir du bagou, même si j'avais pas envie d'être là, quoi. Le droit, ma mère a fait du droit, donc elle m'a dit, tu sais pas quoi faire? Je dis non, fais du droit. En fait, je savais même pas que j'avais le droit de choisir quelque chose dans ma vie. Pour moi, c'était à 18 ans, il fallait faire des études, donc j'ai fait des études, quoi. J'ai fait 5 ans de droit. Pas pour rien, parce que j'ai appris à écrire, j'ai appris à synthétiser. Après, j'ai fait un truc qui s'appelle Bref, je sais pas, peut-être que c'est lié. Donc tu vois, on sait pas. Et je sais qu'en droit, en fait, ce qu'on t'apprend, et ça c'est complètement anti-scolaire, c'est qu'on te dit arrête de répéter 2 fois la même chose. Et si tu as une bonne intro et un plan, un grand A, grand 1, A, B, grand 2, A, B, il n'y a pas de conclusion dans le droit. On veut pas que tu conclues quelque chose que tu as déjà dit. Et ben t'as la moyenne. On te dit toujours bonne intro, bon plan, t'as la moyenne. T'as pas besoin d'écrire 4 fois ta page, t'as pas besoin d'avoir le syndrome de putain il a mis 6 copies doubles, moi j'en ai qu'une, tu vois, tu peux faire une copie double et tu peux avoir la moyenne. T'as toujours eu la moyenne en droit? Bien sûr que non. Évidemment que non. Moi j'ai eu la pire maîtrise de droit, le master 1 de droit, j'ai eu le pire. Et moi j'ai eu que de l'enjambement, c'est-à-dire première année je l'ai raté, donc, mais ils m'ont fait passer en deuxième année, mais il fallait que j'ai les matières de la première année. J'ai tout eu en quinconce comme ça. Un cauchemar. Avec
Et après, je me suis cassé, qu'on m'a dû faire du théâtre et tout. J'ai dit, j'ai plus de devoirs. C'était, ciao les amis. J'étais trop heureux. C'était un relâchement quand j'ai fait du théâtre. C'était là, genre, j'ai qu'à apprendre des textes et faire des blagues. Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon, je suis compté sur moi. Ah, c'est peut-être ma nature. C'est peut-être aussi l'éducation. C'est plein de choses parce que c'est plein de facteurs sociétals. Je pense que c'est pas aussi facile que ça d'isoler le facteur angoisse. Comme ça, je suis comme ça. Des fois, je suis attaqué par des crises d'angoisse, je fais des crises de panique. Beaucoup moins, de plus en plus. Je vois un psy depuis plusieurs années, j'ai appris à vraiment à vivre avec. Et aujourd'hui, quand c'est là, je suis moins surpris. Mais quand tu as les premières crises d'angoisse, que tu es obligé de respirer ton propre haleine ou de te mettre en boule, te mettre sur la tête, tu vois, c'est comme un gros bad trip et qui arrive. Tu es au restaurant avec des amis, même sur scène, tu montes sur scène et tu commences à avoir le cœur qui palpite, les mains moites. Tu crois que tu vas mourir, quoi. Vraiment, tu as cette sensation de je vais mourir. Tu te rappelles de la première fois que ça t'est arrivé? Bon, bien sûr. J'avais 14-15 ans, je venais de regarder Urgence. Vous connaissez cette série Urgence? Et je suis monté dans ma chambre et j'avais peur de faire une crise d'appendicite. Et l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que j'avais peur de déranger mes parents pour leur dire je crois que j'ai faire une crise d'appendicite, il faut m'emmener à l'hôpital. Et du coup, j'ai cette peur, je l'ai rongée en moi-même et j'ai passé une nuit horrible. Et j'aurais dû en parler à mes parents. Mais je pense que mes parents n'étaient pas très... Je pense pas qu'ils m'aient ouvert la porte à me dire si jamais tu te sens pas bien, parle-moi. J'ai un enfant aujourd'hui, je me dis si jamais il y a un truc qui va pas, tu peux me le dire. Tu vas le dire t'inquiète, c'est pas grave, tu me dérangeras jamais. Je pense que c'est important de le dire à un enfant, tu me dérangeras pas. Si un jour tu es dans une soirée, que tu es dans un plan galère et tout, et que tu sens que ça part en live, appelle-moi, je viens, t'inquiète. Vraiment, je suis pas là pour te juger. Même si tu as 40 ans. J'ai fait une dépression à 15 ans, à 18, 20 et 25 ans. Et en fait, quand j'ai fait à 25 ans, j'ai compris que j'avais un problème en moi, j'avais un truc à régler. Et j'ai fait un épisode de Bref dessus pour aller le voir. Ça s'appelle Bref, j'ai fait une dépression. Et à un moment donné, il faut aller dans son sous-sol et trier un peu les souvenirs. C'est comme un grand bureau en fait. Mon esprit, je parle pas pour les gens que c'est trop compliqué la dépression de dire les gens, vous devez faire machin. Mais pour expliquer ce que je ressentais, c'était comme un bureau rempli de dossiers. Et à un moment donné, le bureau s'effondre. Donc il faut ranger les dossiers, recréer un bureau stable et ensuite, dès que tu as un dossier, tu apprends à dire ok, ça, je vais le gérer maintenant, je vais pas l'enfouir, je vais pas stocker et me retrouver encore dans une chape de plomb. J'ai appris à gérer mes émotions, mes problèmes, mes problématiques et mes succès aussi. C'est-à-dire que voilà, j'apprends à célébrer un succès, comme j'apprends à vivre un moment triste, je le vis pleinement, tu vois. La mort de mon père, par exemple, quand c'est arrivé, j'ai dit à mes potes, pendant 4 mois, je suis pas là, laissez-moi tranquille. Si vous voulez passer à la maison, vous passez, mais moi, j'appellerai pas et je serai chez moi, je mangerai de la glace, désolé. Et en fait, c'est important de se donner du temps, tu vois, à soi. J'adorais avoir des cheveux jusqu'à mes 20 ans, après je les ai perdus. Du coup, j'étais un peu triste, ça a été extrêmement dur. Les gens ne comprennent pas que c'est un deuil extrêmement dur à vivre, la calvitie. Et du coup, que c'est limite, quand on t'en parle, c'est souvent très rabaissant. Donc, les gens ne comprennent pas que, en tant que déjà individu, tu dois faire un deuil. Mais après, quand tu deviens connu et que tu perds tes cheveux, on te le ramène en permanence. Je me fais insulter de chauve, comme si c'était une insulte. C'est très dur à vivre des fois. Et en fait, je comprends pas justement cette sensation. J'ai l'impression que ça fascine les gens, que j'ai eu des cheveux, que j'en ai plus, et je comprends pas. J'arrive pas à identifier pourquoi. Donc j'adorais avoir des cheveux, j'adorais me coiffer, je passais des heures à me coiffer. J'avais les cheveux rouges, j'avais les cheveux bleus, j'avais des pics, j'avais ma période Mathieu Bellamy pour ceux qui connaissent Muse. J'adorais me coiffer, je suis très triste de ne plus pouvoir me coiffer. Je pense qu'il faut arrêter de blâmer les gens sur leurs cheveux et arrêter de vanner les chauves ou leur demander en fait s'ils sont ok pour faire des blagues. Je pense que c'est important, parce que moi je vois beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup de gens qui souffrent et qui cachent et qui sont en peine et qui sont en angoisse, en stress. Si tu savais le nombre de gens qui mettent de la poudre pour couvrir leur calvitie naissante, qui font des trucs, qui font attention qu'il n'y ait pas de pluie, qui font des trucs, c'est fou quand tu digues un peu. C'est pour ça que je prends le sujet un peu plus au sérieux qu'à la légère. Je suis pas aussi, désolé, je suis pas aussi marrant sur les cheveux. Moi, je suis full soutien avec vous. Que vous soyez juste à vos tempes ou à votre ligne qui perd, que vous perdez, je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Donc, big up à vous. Ça devait être dans la cour d'école en CE1, un duo de violon alto avec une autre altiste. Voilà, pas de trac. J'ai jamais trop eu le trac quand j'étais gamin. J'étais assez foncé tête baissée. Le trac est venu après, justement après la dépression, après ces choses-là. Quand tu as peur d'avoir des angoisses, le trac est venu là. Je m'en fous d'être drôle. Ça a changé quelque chose. Être drôle, c'est pas le plus compliqué aujourd'hui.
c'est même trouver un truc drôle, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de trouver un vrai propos à raconter, une vraie histoire. Ça m'intéresse. Comment toucher les gens de manière originale. Ça m'intéresse. De raconter un truc qui n'a jamais été raconté avant, ça m'intéresse. Faire un truc que quelqu'un a fait, ça m'intéresse pas. Être drôle, beaucoup de gens sont drôles, tu vois, et bien de gens qui sont bien plus drôles que moi. Il faut savoir le reconnaître, tu vois, et puis voilà. Mais le but, c'est pas que être drôle. Le but, c'est de raconter un truc qui m'intéresse. Et qui m'intéressera de le jouer 200, 300 fois quand même, tu vois. Donc, Et ça, t'as compris ça quand? j'ai compris ça avec Pulsion, mon spectacle qui est sur internet, disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Je fais ma petite pub. Si vous avez ça en vous, que vous sentez qu'il faut le faire, faites-le, sinon personne ne le fera à votre place. Et imaginez qu'à partir de maintenant que vous ne le faites pas, il y a un double de vous qui lui commence à le faire. Et imaginez-vous lui réussir dans 10 ans et que peut-être il y a un potentiel succès. Et définissez votre succès. Le succès, c'est quoi? C'est de remplir des zéniths, ou le succès, c'est juste de faire ce métier, de faire rire des gens que vous ne connaissez pas, et de rentrer chez vous en disant putain, je crois que j'ai dissipé l'ennui de personne. C'est Sacha Guitry qui dit ça. Dissipe l'ennui des gens. Parce que voilà. Et de trouver du succès justement dans le côté de dire putain, il y avait 3 personnes dans ma salle ce soir, mais je les connaissais pas. Ils sont venus juste parce qu'ils ont entendu que j'étais marrant. Ça, c'est un vrai succès. Ne vous mettez pas des objectifs trop hauts et à être jaloux et tout. Prenez le temps pour vous. Faites votre introspection. Si vous voulez faire rire les gens, c'est qu'il y a une faille quelque part aussi. Donc prenez le temps aussi de vous soigner à ce niveau-là. Bisous. Je te reprends le micro. C'est bon? C'est tout bon pour toi? Ouais, super. Et vous? Mais ouais, je suis bien.